Israël-Palestine, c'est le nom de deux nations qui s'affrontent depuis près de 75 ans. La guerre en 1949, le conflit de 1956 autour du canal de Suez, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, les intifadas. Ce conflit est l'héritage de la guerre froide, du nationalisme arabe et désormais l'intégrisme religieux, actuellement l'islamisme. Il y eut un jour, dans les années 90, un espoir de paix quand Rabin et Yasser Arafat se donnèrent la main sous les yeux du président Clinton. C'était en 92, c'était les accords d'Oslo. Aujourd'hui, le rapport de force remet les opposants palestiniens et les opposants israéliens à cet accord, et ils les remettent au centre du jeu, les opposants à cet accord. Le Hamas, organisation islamiste qualifiée de terroriste par l'Union européenne et qui veut la fin d'Israël. Et d'un autre côté, le gouvernement israélien qui est actuellement sans doute un des plus extrêmes de son histoire, Netanyahou s'étant allié avec le sionisme religieux, l'extrême droite israélienne, qui revendique par exemple la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie et qui est représenté par des personnages bien problématiques comme Ben Gvir ou Smotrich, eux-mêmes niant l'existence d'un peuple palestinien. Conflit de toutes les passions, Jérusalem, temple des 3 religions monothéistes, le territoire israélien connaît une attaque le 7 octobre d'une brutalité particulière orchestrée par le Hamas, visant des civils, violant des femmes et tuant des bébés, causant la mort d'à peu près 1200 civils. La riposte israélienne ne se fait attendre, visant à, je cite, éradiquer le Hamas, et qui fait désormais plus de 22 000 morts à Gaza, dont 6 000 enfants, une hécatombe. Monsieur Claude Grégoire, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Pourriez-vous vous présenter votre association aussi rapidement, et après on va passer au déroulement de l'entretien. Voilà, peut-être une petite réflexion par rapport à ce que vous avez dit. 2 nations qui s'affrontent, c'est pas tout à fait ça. Malheureusement, il y a une nation israélienne, il n'y a pas encore de nation palestinienne. On espère qu'il y aura une nation palestinienne, donc un État palestinien. C'est un peu d'ailleurs l'enjeu de notre engagement. Voilà, donc par rapport à mon engagement, donc effectivement, je suis membre fondateur depuis 2002, où le CPJPO a été fondé. C'était le moment de la réoccupation de la Cisjordanie. C'était un moment particulièrement brutal. Il y avait l'armée israélienne sous Ariel Sharon qui a pris les villes l'une après l'autre. Et aussi notamment à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, il y a eu voilà. Moi j'étais là en 2002, donc j'ai vu, après tout était, les bulldozers étaient passés sur les maisons, il y avait 55 morts. Donc ça c'était le moment en fait où notre organisation s'est créée. Et le but, disons, c'est comme le dit le nom, Comité pour une paix juste au Proche-Orient, donc pour apporter la paix et la justice. Donc, pour nous, notre ligne, c'est les droits de l'homme et le droit international. On va y venir, ok. Voilà, donc disons, il y a actuellement un peuple, les Israéliens, qui profitent des droits de l'homme, heureusement, et un peuple occupé qui n'a pas de droits du tout. Et pour cette raison, c'est pour la raison pour laquelle on se solidarise d'abord avec le peuple palestinien qui a besoin de notre soutien. On va y venir. Donc l'entretien va se diviser en 3 parties. Une première partie avec des questions très brèves où on vous demandera de répondre par oui ou par non. Une deuxième question où on parlera, ce seront des questions plus de fond sur votre organisation, sur le conflit qui se déroule actuellement. Et une dernière partie où vous adresserez directement aux personnes à qui on vous demandera de vous adresser via cette caméra. Donc sans tarder, on passe à la première partie. Oui ou non, la Palestine est occupée comme par exemple la France fut occupée par les Allemands. Est-ce que c'est comparable par exemple? Et le Luxembourg. Et le Luxembourg aussi. Moi, je connais ça depuis ma famille. Donc, moi, je suis né de père et de mère qui ont beaucoup souffert sous l'occupation allemande, qui étaient persécutés parce qu'opposés à l'idéologie nazie. Donc, effectivement, oui, bien sûr, c'est le droit international qui dit que la Palestine est occupée. C'est les résolutions des Nations Unies. Oui. Oui ou non, le Hamas est une organisation terroriste? Là, je ne peux pas répondre oui ou non parce que je vais essayer de nuancer un petit peu. C'est vrai qu'elle est
le Hamas est sur la liste des organisations terroristes des États-Unis et de l'Union européenne. Ça, c'est vrai. Dans l'Union européenne, c'était une longue discussion. Les Français n'étaient pas trop chauds pour cette idée. Mais il faut toujours savoir que les listes des organisations terroristes, c'est toujours un petit peu aussi l'intérêt géostratégique des uns. Des fois, on peut faire du terrorisme et on est gentil quand même parce qu'on soutient les intérêts de l'un ou de l'autre. Donc voilà, Ok. je pourrais vous donner l'exemple des contrats au Nicaragua là, qui étaient soutenus directement financés par les États-Unis pour lutter contre les paysans au Nicaragua. Donc tout ça, c'est à prendre avec précaution. Mais bon, par contre, oui, il y a eu des actes terroristes, mais disons le Hamas se définit lui-même comme une organisation de libération nationale à inspiration islamiste. Ok. Est-ce qu'on peut qualifier la situation en Palestine d'apartheid, comme par exemple en Afrique du Sud? Oui ou non? Oui. Je peux vous donner des exemples si vous voulez. On Des exemples développera après, parce que Oui. là, oui, le principe c'est... Pardon. Est-ce que la position diplomatique luxembourgeoise du gouvernement actuel vous convient? Oui ou non? Disons, donnons-lui une chance à ce nouveau gouvernement, parce qu'il ne sait pas encore beaucoup. C'est ce qu'on pourrait regretter, qu'il ne s'est pas encore beaucoup exprimé, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza. Notre nouveau ministre des Affaires étrangères se dit neutre, mais alors se pose la question, est-ce qu'on peut être neutre quand il y a des allégations de génocide? On en parlera après. Justement. Est-ce qu'il y a à Gaza un génocide qui est en cours actuellement? Le génocide, c'est une expression juridique. Moi, je peux seulement constater qu'il y a 2 jours, l'Afrique du Sud a fait une plainte auprès de la Cour internationale de justice en disant que ce qui se passe à Gaza, c'est une forme de génocide contre le peuple palestinien. Ils ont argumenté ça va être... avec la Convention sur le génocide, il y aura urgence. Donc, il y aura sans doute déjà, vers la mi-janvier, il y aura une réponse assez concrète. Et à ce moment, s'il y a un risque de génocide, Israël va être appelé à arrêter carrément, faire un cessez-le-feu, parce que c'est l'obligation de tous les pays qui ont ratifié cette convention, justement, de ne pas permettre qu'un génocide puisse continuer. Okay. Sommes-nous dans un énième épisode de choc des civilisations? Oui ou non? Non, j'espère que non, mais certains veulent le provoquer peut-être, mais non, je crois que c'est par contre une question de territoire, une question de droits humains, d'avoir droit à l'autodétermination. Et moi, je refuse personnellement la logique de la guerre des civilisations. Est-ce que les Juifs et les musulmans peuvent cohabiter sur un même sol? Oui ou non? Ils ont toujours cohabité pendant l'histoire. Disons, les problèmes avec les Juifs, c'était plutôt en Occident, c'était plutôt dans le christianisme. Il y a une longue histoire de coexistence entre Juifs et musulmans. Okay. Bon, avec le sionisme, les choses ont un petit peu changé, c'est sûr. Est-ce que Israël a le droit d'exister? Bien sûr, je veux dire, il y a une, et là je parle pour mon organisation, pour la charte de mon organisation, il y a eu un vote en 1947 aux Nations Unies, enfin c'était à l'époque la Société des Nations, et donc Israël, c'est un fait, et les gens, disons, il y a beaucoup de gens qui sont nés en Israël, donc où est-ce qu'il y aurait s'il n'y a plus d'Israël? Le problème, c'est plutôt que Israël ne se reconnaît pas des frontières. Ça, c'est le problème. Parce qu'Israël n'a même pas de constitution. Donc, Israël ne se reconnaît pas des frontières.
il y a eu des frontières. Bien sûr. Donc Israël ne se reconnaît pas des frontières, mais essaye de prendre de plus en plus de terres, et ça continue depuis des années et depuis des années. Donc de prendre de plus en plus de terres avec le moins possible de Palestiniens. Ça, c'est le problème, la racine du problème. Est-ce qu'il y a des difficultés à critiquer Israël au Luxembourg, oui ou non? Disons, il y a toujours la guerre de l'information aussi, et malheureusement, et tout le monde sait cela, l'antisémitisme est une réalité, comme d'autres racismes, mais l'antisémitisme, c'est aussi une instrumentalisation, en fait, pour arriver à faire taire des gens. Donc, si vous critiquez Israël, à ce moment-là, vous êtes étiqueté antisémite. Je pourrais vous donner, mais même le secrétaire général des Nations Unies était diffamé comme antisémite, Amnesty International. Il y a tellement d'organisations, même le procureur de la Cour pénale internationale, Netanyahou a dit qu'il est antisémite, donc bon, ça devient des fois un peu rigolo tout ça. Est-ce que l'islamisme est une bonne chose au Moyen-Orient, oui ou non? Moi, je ne suis pas pour l'islamisme, mais il faut toujours définir, c'est un mot. Là, je voudrais nuancer un petit peu. Disons, en tant que CPJPO, nous, on est laïque, on ne se positionne pas. Mais je voudrais juste ajouter peut-être, c'est vrai qu'il y a l'islamisme, qui est une instrumentalisation d'une religion pour des fins politiques. Mais la même chose, il y a aussi des extrémistes dans le judaïsme. Donc actuellement, dans le gouvernement israélien, il n'y a pas de mots là, les ultra-juifs. Il y a par exemple un ministre israélien qui dit « Moi, je suis un fasciste ». Il le dit ouvertement, il est fier de ça. Donc ça existe aussi, hein. Le fascisme juif. Oui. Voilà. Est-ce qu'une paix est possible, oui ou non? Moi, je pense qu'elle est tout à fait possible. Je pense que d'ailleurs, elle pourrait arriver très vite. Je pense s'il y avait un État palestinien à côté d'Israël, et il y a eu tellement... Vous savez qu'il y a eu tous les pays musulmans du monde, pas seulement arabes, mais tous les pays musulmans ont à 2 fois, mais je dis tous, même l'Iran, ils ont à 2 fois proposé la paix et la reconnaissance à Israël contre la fin de l'occupation. Donc Israël a refusé ça. Donc il y a une disponibilité pour arriver à la paix. Donc on va passer directement à la deuxième partie, ou des questions un peu plus longues de fond, dites de fond. Concernant votre organisation, que fait concrètement votre organisation? C'est bien de s'indigner ou de prendre position ici à Luxembourg, mais qu'est-ce qu'elle fait par exemple sur le terrain en Palestine? Voilà, expliquez-nous. Oui, en fait, donc comme je l'ai dit, elle était fondée en 2002. Donc entre-temps, on est devenu une ONG agréée. Ça veut dire qu'on a des projets aussi en Palestine. On a notamment un projet qui s'appelle Not to Forget dans le camp de réfugiés de Jenin. Et c'est un projet pour femmes et pour enfants. Vous savez, dans les camps de réfugiés, la vie est très difficile, tout est étroit. Donc c'est un projet pour soutenir, par exemple, les enfants, aussi pour soutenir la culture. Donc ça, c'est un des projets. Sinon, c'est vrai que on essaye de sensibiliser au Luxembourg, d'informer. On organise des conférences. On a depuis des années, on a un ciné-club où on montre plusieurs films. Donc voilà, pour apporter de l'information et de la sensibilisation à la question palestinienne et israélienne. Et quelle est votre position officielle sur ce conflit? Le comité pour une paix juste, c'est quoi ça? Disons, on a dans notre charte, comme je vous l'ai dit, on reconnaît l'État d'Israël, et on s'engage pour la solution des 2 États, donc sur les frontières de
1967. Et ça correspond à toutes les résolutions des Nations Unies, donc ça correspond au droit international. Ça, c'est notre démarche, notre orientation. Que peut faire un citoyen résident au Luxembourg pour la Palestine? S'il a envie de s'engager, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont assez touchés par ce sujet. Il peut faire quoi concrètement pour la paix, pour s'engager pour un État palestinien, pour la cohabitation entre les deux peuples? Il peut faire quoi un citoyen luxembourgeois selon vous qui êtes engagé? Bon, je crois que ça commence déjà par s'informer. Et puis, oui, on a les bras grands ouverts qu'on a besoin surtout de jeunes qui nous rejoignent pour nous soutenir. C'était une période actuellement où beaucoup d'organisations manquent de bénévoles parce que pour plein de raisons, je ne sais pas pour lesquelles, mais en tout cas, on est grandement ouvert et puis peut-être il y aura de nouvelles. Okay. Actuellement, avec ce qui se passe, il y a de nouvelles organisations, aussi des petites associations qui sont en train de se créer. Alors, il trouvera sans doute sa place pour s'engager. Okay. Vous appelez souvent un cessez-le-feu. Pourquoi un cessez-le-feu, et est-ce que ça ne favorise pas le Hamas? Cessez-le-feu. Disons, vous connaissez les chiffres, il y a entre 20 et 30 000 morts, surtout des civils. Il faut garder un peu les mesures. Je veux dire, le 7 octobre, tout le monde l'a condamné. Le CPJPO l'a condamné, c'était un crime de guerre. Depuis, il faut dire que les voix des gouvernements sont beaucoup plus timides pour condamner. Pourtant, il y avait, par exemple, je vous donne le chiffre d'enfants tués. Il y a eu, le 7 octobre, il y a 36 enfants qui étaient tués. Actuellement, à Gaza, il y a sans doute plus de 10 000 enfants qui ont été tués, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore malheureusement sous les décombres. Donc, c'est évident qu'il faut cesser le feu, et toutes les organisations humanitaires le disent. Parce que comment on peut amener de l'aide à 2 millions de personnes qui manquent de tout, qui ont faim, qui ont soif, mais maintenant c'est le froid qui gâte, la pluie qui gâte, et puis toutes les maladies qui gâtent parce qu'il n'y a plus d'eau propre. Sans un cessez-le-feu, ce n'est pas possible d'amener de l'aide humanitaire à une population entière. On ne peut pas prendre une population entière en otage pour lutter contre un groupe armé. Ça contredit toutes les conventions de Genève, tout le droit humanitaire. Justement, est-ce qu'une guerre peut être juste? Ou est-ce que la guerre, en général, est juste? Est-ce que... c'est bien qu'il s'applique le droit international, mais est-ce qu'une guerre... est-ce que le droit est adapté aux situations de guerre? Disons... Moi, je serais déjà très prudent parce qu'il y a des voix qui disent oui, Israël a le droit de se défendre. Est-ce que c'est déjà le droit de se défendre par rapport à... ils sont en train, là, ils ne sont pas dans leurs frontières. Ils sont en train d'attaquer un autre territoire. Ça, c'est une chose. Et puis, quand même, il faut savoir qu'il y a quand même un contexte. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, comme l'a dit... le secrétaire général des Nations Unies. Il y avait un contexte, et donc... ça ne justifie pas pour autant... Mais attendez, laissez-moi terminer. Donc, il y a eu un blocus de plus de 15 ans, et puis il y a... en fait, c'est une guerre coloniale. C'est une situation coloniale où une nation prend le territoire d'un autre peuple. Et selon le droit international, chaque peuple a le droit de se défendre. On peut discuter, je suis d'accord avec vous, que ce n'était pas, c'est pas avec ces moyens-là qu'on peut résister. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, je veux dire, se défendre, ça ne peut pas être le cas dans un contexte d'une guerre coloniale
où on occupe un autre pays, ou on occupe un autre territoire. Ça, c'est pas une guerre juste. Ok. Comment on peut gagner contre le terrorisme? Alors Israël, il fait comment? Il y a quand même le Hamas veut la destruction d'Israël, donc souvent on parle de paix, mais un des impératifs pour la paix, c'est la sécurité d'un État. Donc si la sécurité de l'État d'Israël n'est pas garantie, ils font comment concrètement pour qu'il y ait une paix et qu'ils soient en sécurité? Parce qu'effectivement, quand on riposte, il y a certaines proportions où certaines proportions peuvent être estimées démesurées. Mais on fait comment vis-à-vis d'une organisation qui veut ouvertement en finir avec Israël? Oui, moi j'essaye de vous comprendre. Donc vous dites Hamas terroriste, et donc avec l'exemple des enfants, 36 enfants tués, 10 000 enfants tués, comment définir alors la politique d'un État qui assassine 10 000 enfants? Je ne sais pas, est-ce que c'est un État terroriste aussi à ce moment-là? C'est une bonne question. Je suis d'accord, peut-être pour accepter le mot terrorisme, organisation terroriste, oui, d'accord. Mais bon, est-ce que c'est une lutte contre le terrorisme? Vous savez, il faut être très prudent avec cette définition de lutte contre le terrorisme. Si c'est une guerre coloniale, toutes les guerres coloniales ont toujours défini l'indigène comme qui résiste comme un terroriste. Donc, soyons très, très, très prudents avec le mot terroriste. Et peut-être prudent aussi avec le mot colonial, parce que en Israël, il y a 20% d'Arabes ou de personnes ethniquement des Arabes. Donc, est-ce que c'est peut-être pas une exagération de penser qu'Israël est en train de perpétrer une guerre coloniale? Disons, est-ce que je ne sais pas quelle est votre relation avec le droit international, avec les résolutions des Nations Unies, mais il est clair que Israël est en train d'occuper la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, qui ne sont pas du territoire israélien. Donc, dans ce cas, et en plus, depuis, il y a entre-temps 700 000 colons. Israël a voté une loi qui dit que le coloniser, c'est un projet national qui est privilégié. Donc, actuellement, les colons en Cisjordanie sont armés carrément. Il y a 200 000 armes qui ont été fournies maintenant par le gouvernement à des colons en Cisjordanie. Ces colons volent la terre des gens, accaparent leurs terres. Moi, je n'ai aucune... D'ailleurs, dans le terme juridique, ce sont des colons. C'est un gouvernement en Israël où il y a des ministres qui soutiennent ouvertement la colonisation, qui habitent dans les colonies, qui arment les colons. Et actuellement, vous savez, il n'y a pas que seulement à Gaza où il y a la violence. Il y a aussi la violence en Cisjordanie. Nous, on est directement en contact avec Jenin, par exemple. Là, la nuit, chaque nuit, les soldats israéliens rentrent. Il y a des tués. Récemment, dans une nuit, il y avait 9 morts. Vous savez que dans une nuit, en moyenne, les Israéliens viennent dans les maisons, l'armée israélienne, pour arrêter 2 enfants palestiniens. Ils le font la nuit. Ils rentrent quand les enfants sont en train de dormir. Par exemple, on a montré ce film Two Kids a Day. C'est un film israélien qui montre ça. Donc, c'est une situation extrêmement brutale, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Donc, c'est bien une forme de guerre coloniale. Moi, je n'ai pas d'autre explication, mais bon, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais... Bon, nous aussi, on se cantonne au droit international, mais effectivement, il y a un certain nombre de faits que vous avez avancés qui sont parfaitement exacts, et Israël est une des nations les plus condamnées par le droit international, et elle en a peu à faire sur certains sujets. Oui. Quelles seraient, selon vous, quelles sont les conséquences concrètes de ce conflit? On voit, il y a toute, on va dire, toute
toute l'exposition médiatique, mais derrière ça, après, qu'est-ce qu'on va en retenir de ce conflit? Qu'est-ce qui va se passer derrière ce conflit, derrière les morts, etc., l'émotion, il y a quoi? Oui, il faut espérer que maintenant, c'est vrai que longtemps, surtout les pays occidentaux, n'ont pas fait grand-chose, à part quelques paroles, mais il n'y a jamais eu des sanctions par rapport aux politiques israéliennes. Donc, il faut espérer qu'avec je ne sais pas combien il y aura de morts, mais sans doute plus de 30 000, il faut espérer qu'après, il y aura un sursaut de ce qu'on appelle la communauté internationale pour trouver une solution. Je veux dire, la solution, elle est déjà là. Hein. C'est pas si compliqué que ça. On dit toujours c'est compliqué, mais c'est très facile. Il faut seulement arrêter la colonisation, arrêter l'occupation, et on aura très rapidement la paix. Le Pas si problème, facile que ça. c'est, bien sûr, ce sont surtout la position des États-Unis. On sait que les États-Unis financent avec des milliards et des milliards l'armée israélienne. On sait combien de fois les États-Unis ont mis leur veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies à chaque fois pour éviter des sanctions contre Israël, pour protéger Israël. C'est des intérêts géostratégiques entre les États-Unis et Israël. Malheureusement, l'Union européenne n'est pas très courageuse non plus. Quelle devrait être sa position? Quelle devrait être la position de l'Union européenne? L'Union européenne a beaucoup toujours financé l'autorité palestinienne pour disons, créer un État palestinien. Ça, c'était la motivation pour créer un État palestinien, mais en même temps, Israël était en train de détruire cette solution des deux États, parce que si on construit des colonies, on vole de plus en plus de terres, on est en train de morceler complètement le territoire palestinien. À un moment, on se dit, ce n'est plus possible de construire, de créer un État palestinien. Malheureusement, l'Union européenne, elle n'a jamais... Elle avait disons, elle a condamné dans les propos, mais elle n'a jamais fait... Elle aurait pu faire des sanctions parce que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël, donc elle aurait tout à fait les moyens pour mettre un peu de pression. Malheureusement, et ça c'est les Israéliens qui le disent eux-mêmes, les Israéliens qui sont pour la paix, sans une pression extérieure, on n'arrivera pas à la paix. Ça va être de plus en plus la catastrophe. Ok, oui. Il y a une otage israélienne qui s'appelle Mi Hachem qui a annoncé à dire à la télévision israélienne que à Gaza, il y avait presque que des terroristes. Que répondez-vous à ça? Quelle est, selon vous, l'étendue ou l'influence du Hamas? Et je réitère ma question, comment on fait pour combattre une idéologie qui est l'islamisme? Voilà. Vous avez dit, effectivement, c'est difficile de parler le terrorisme, c'est politique, c'est abstrait, mais ça reste aussi très concret. Ça reste en Europe 130 morts à Paris le 13 novembre 2015, ça reste 200 morts à Madrid, ça reste aussi des centaines de morts à Londres dans les années 2000. Donc, concrètement, voilà. Quelle est l'étendue de l'islamisme en Palestine? Et est-ce qu'il faut ou comment on lutte contre l'islamisme qui peut dériver sur du terrorisme et des questions de sécurité intérieure très concrètes, très sérieuses, pas que pour Israël, mais aussi pour l'Europe? Disons, là, vous me mettez dans un cadre où j'ai des problèmes avec vos définitions, parce que vous faites l'amalgame là entre le Hamas, entre tout simplement la résistance palestinienne, parce qu'il n'y a pas que le Hamas qui a une résistance armée, puis il y a la résistance n'est pas seulement armée. Rester en Palestine, c'est déjà résister. Hein. Il y a même je veux dire, il y a la belle résistance culturelle. Ça n'a pas empêché Israël maintenant de détruire le théâtre de la liberté à Jenin.
Donc il y a ça. Donc moi, bien sûr, c'est Israël qui présente les choses de cette manière pour dire nous luttons contre le terrorisme et le Hamas, c'est la même chose que Daesh. Tout ça, ça correspond à rien, excusez-moi. Vous savez, allez voir un peu ce qui s'est passé en Syrie, où les États-Unis et d'autres nations occidentales et même arabes ont essayé de faire un régime change. Ils ont financé des groupes armés, des groupes terroristes en Syrie. Donc, Mais ça, c'est un autre sujet. oui, non, mais c'est pas un autre sujet. Ça veut dire, une fois quelqu'un qui utilise des méthodes terroristes, une fois c'est ton ami, une fois c'est ton ennemi, ça c'est selon les intérêts. Donc, Ça ne fait aucun doute. Non, mais ça ne fait aucun doute, par exemple, que les États-Unis, donc c'est du fait de l'action des États-Unis déjà, par exemple en Irak, que Daesh s'est développé, parce que Daesh, c'est le retour d'énormément de soldats irakiens vers leur domicile ou vers leur terre avec des armes, et ça crée une guerre civile en Irak qui par après a fait Daesh, ou même Al-Qaïda en Afghanistan. Oui, ça ne fait aucun doute. Mais le Hamas est lié à l'Iran, est lié au Hezbollah. Les actions du Hezbollah, le Hezbollah, c'est aussi des attentats contre la France. Je pense que c'est l'attentat du Drakkar, c'est 86 morts. Donc il y a certainement des difficultés avec des attaques contre la sécurité intérieure. Donc je réitère ma question. Effectivement, du côté palestinien, vous l'avez réitéré, il est important un État, etc. Mais il ne peut pas avoir n'importe qui au règne, parce que si c'est des personnes qui veulent attenter contre la sécurité d'Israël, il ne peut avoir de paix. Votre objectif, ou l'objectif de la communauté internationale, ça devrait être d'établir la paix. Mais d'une certaine manière, sans sécurité, il n'y a pas de paix. Et quand il y a le Hamas qui est lié avec le Hezbollah, et qui veut directement, c'est dans sa charte fondatrice de 1987, détruire Israël, anéantir Israël. C'est d'ailleurs comme ça que médiatiquement c'était présenté par le Hamas. Il n'y a pas quelques difficultés vis-à-vis de ça. Oui, alors ça fait beaucoup de questions dans un. Bon, sécurité d'Israël. Israël a droit à la sécurité. Les Palestiniens ont aussi droit à la sécurité, on est d'accord. Oui. Daesh, sans doute vous avez raison, Daesh a été créé sans doute dans les geôles des États américaines en Irak. Donc c'était une création quelque part indirecte des États-Unis. Le Hamas d'ailleurs aussi a été, et les ministres actuels israéliens le disent, le Hamas a été financé au début par Israël. Donc le Hamas a été facilité, je ne sais pas si je peux dire créé, mais en tout cas facilité par Israël. Vous savez que les talibans, par exemple, ont été créés, carrément financés par les États-Unis pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Donc tout ça, c'est bien plus compliqué que vous ne le dites maintenant, mais disons... Donc, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que les Israéliens ont droit à la sécurité, les Palestiniens ont aussi droit à la sécurité, et il faudrait qu'il y ait un État palestinien pour garantir justement cette sécurité, parce que ce n'est pas la première guerre maintenant à Gaza, c'est la plus brutale, la plus terrible. Mais avant, il y avait plein d'autres guerres. Il y avait à chaque fois des milliers de morts. Et sans un État qui puisse garantir la sécurité de ses citoyens, la population palestinienne, elle est vraiment... elle n'a aucune sécurité. Et vous savez quand même, il faut quand même il faut voir aussi une chose. Les gens à Gaza maintenant, c'est à 80% des réfugiés. Alors ces gens ont été déjà chassés en 1948, en 1963. Ils vivent là, à Gaza, et puis maintenant, ils sont de nouveau chassés. Maintenant, on a, je crois, 1,9 million de personnes sur les 2,3 millions de Gazaouis qui sont chassés. Ils sont chassés à un endroit
ils sont rebombardés là, après ils doivent aller là, donc c'est un peu comme on les traite pire que des animaux. D'ailleurs, si on regarde, si on écoute les citations des responsables israéliens, bah, c'est des choses horribles qui se sont dites par les ministres, par les généraux. Ça, c'est déjà un langage génocidaire. Donc là, vous avez parlé avant de génocide, donc en tout cas, il y avait un langage génocidaire. Si on dit, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des animaux, on va les traiter comme des animaux, ou si on dit on va balancer une bombe nucléaire, c'est un ministre israélien qui a dit ça. Donc il y avait des choses horribles qui se sont dites, et ça aurait dû déjà faire un peu, alerter un peu les gouvernements européens pour qu'ils s'expriment plus clairement là-dessus. Je réitère une question, puis après on passe à la dernière partie. Oui, vous n'avez pas répondu finalement sur le lien entre sécurité et islamisme. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On voit que, effectivement, du côté israélien, on peut affirmer que tout n'est pas blanc, loin de là. Mais d'un autre côté, moi je crois il y a une idéologie qui veut anéantir Israël. Et comme mais est-ce qu'on peut combattre une idéologie avec... C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors moi je crois que c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Parce que si on... qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez un peu à Gaza avec cette violence inouïe. Est-ce que vous croyez qu'on détruit le terrorisme, ou est-ce que vous croyez qu'on crée du nouveau terrorisme, peut-être encore beaucoup plus grave? Donc là, je serais quand même très prudent. Moi, je pense, pour arrêter cette, je ne sais pas comment l'appeler, sa spirale de la violence, je ne sais pas quoi, il faut trouver une solution de deux États qui est garantie par la communauté internationale, comme le demandent depuis tant d'années les Nations Unies. Là, j'invente rien. Et la solution est là. La grande majorité quand il y a des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, récemment, il y avait un vote, 152 pays étaient pour un cessez-le-feu. Il y a toujours les États-Unis qui sont contre un cessez-le-feu. Mais pour les autres résolutions, c'était toujours la même chose. La grande majorité des États du monde disent, d'ailleurs, il y a 136 États qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Et d'ailleurs, si le Luxembourg avait suivi la volonté de la grande majorité des députés, le Luxembourg aurait reconnu l'État de Palestine comme la majorité des États de ce monde. Donc, une fois qu'il y aura un État de Palestine, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il y aura la paix. Ok, oui. Un élément, et on passe à la dernière question, puis à la dernière partie. Effectivement, l'État de Palestine, mais une précision qui est souvent donnée par un diplomate français qui s'appelle Gérard Haro, c'est qu'un État palestinien, avec les frontières de 1992, ou même les frontières de 1949... Vous voulez dire 1967 1967, ça veut dire concrètement le territoire palestinien à 14 km de l'aéroport Ben Gurion. Donc ça revient une nouvelle fois à l'impératif de sécurité. Mais comment expliquez-vous que ce conflit, nous on le sent par exemple à l'université, mais même dans les discussions en général, comment on explique que ce conflit est si inflammable? Je pense que les journalistes par exemple n'ont jamais été autant écoutés au millimètre près pour voir ce qu'ils disent. Les politiciens, c'est la même chose. Comment on explique que ça crée tant d'émotions, que c'est peut-être le conflit le plus chaud en termes non seulement en termes de conséquences sur le terrain, mais conséquences dans le reste des pays, etc. Comment on explique que c'est si explosif? Oui, c'est vrai que il y a souvent des passions autour de ce conflit.
Bon, par rapport vous dites l'aéroport de Tel Aviv est à 14 kilomètres de, des territoires d'un État palestinien. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Les Palestiniens sont aussi à 14 kilomètres de Israël, alors. Et d'ailleurs, la plupart des Palestiniens qui habitent en Cisjordanie, ils voient la mer, mais ils n'ont jamais le droit d'accéder à la mer. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une solution de paix et de justice. Et je pense qu'il y a des deux côtés des bonnes volontés, hein, parce qu'il y a aussi des bonnes volontés en Israël. Je pense qu'il faut comme je me répète, mais je crois que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait à l'extérieur des gens qui disent « Ah, comme ça », qui n'acceptent plus que l'occupation continue et qui poussent vraiment à ce qu'il y ait la création d'un État palestinien. Et concernant le fait que c'est si explosif, quelles explications? La Shoah, par exemple, ou le souvenir de la Shoah, voilà, qu'est-ce qui explique que c'est un sujet qui à chaque fois, voilà, Oui. la rue se lève, quoi, en général, surtout dans les pays arabes. Oui, disons, la Shoah, sans doute, mais bon, il faut quand même souligner toujours que la Shoah, c'était un problème européen, hein. C'était vraiment pas les Palestiniens c'est eux qui ont eu les conséquences, mais ils n'étaient pas à l'origine de la Shoah, de la Shoah. Mais je pense qu'il y a encore un élément, effectivement. Je ne pense pas que c'est un conflit religieux. Néanmoins, il y a une dimension religieuse. Vous savez qu'il y a le mont du Temple, la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, elle est le troisième lieu saint de l'islam. Voilà, bon, il y a un statut autour de cette mosquée et il y a quand même tout le temps les provocations de l'actuel gouvernement israélien, où il y a aussi des ultra-religieux dedans, justement, donc qui rentrent, où l'armée israélienne rentre dans la mosquée Al-Aqsa. Et bien sûr, ça, c'est un jeu avec le feu. Donc, c'est comme si on voulait faire d'un conflit territorial, conflit de démocratie, on voulait le transformer en conflit religieux. Ce serait très dommage. Mais... On va passer à une troisième partie. Donc, le principe, c'est vous adresser directement à la caméra. On vous donne un public cible, une personne, et vous lui exprimez directement. Vous lui dites ce que vous auriez ou ce que vous voudriez lui dire. Si vous devez expliquer, il y a un jeune, là, il est en train de marcher dans la rue, vous le rencontrez, vous devez lui expliquer pourquoi il doit s'intéresser au conflit israélo-palestinien, vous lui dites quoi, concrètement? Bah voilà, c'est vraiment un conflit. Il y a beaucoup de conflits dans ce monde, mais le conflit entre Israël et la Palestine, c'est vraiment un conflit central. Et si on arrivait à trouver une solution juste pour les deux peuples, ça ferait vraiment avancer la cause de la paix et de la justice dans le monde. Okay. Si à ma place, il y a Luc Frieden ou le nouveau ministre des Affaires étrangères, Xavier Bettel, vous devez l'alerter, lui parler sur la situation en Israël et en Palestine, vous lui dites quoi? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Il faut dire quoi à Luc Frieden ou à la diplomatie luxembourgeoise concernant ce conflit? Bah, Monsieur Xavier Bettel, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères, j'aimerais dire, vous dites que vous êtes neutre dans une situation de guerre coloniale, dans une situation d'occupation où un occupant et un occupé, on ne peut pas être neutre, parce que si on est neutre, on est du côté de l'occupant. Et en même temps, on ne peut pas être neutre quand il y a un risque de génocide. On ne peut pas être neutre. Il faut dire stop. Si vous croisez, et si à ma place il y a Joe Biden, on lui dit quoi? Joe Biden, vous avez cité, vous avez
parler souvent du rôle des États-Unis, effectivement, dans la région où les États-Unis ont encore un rôle clé. Qu'est-ce qu'on demande à Joe Biden sur le conflit israélo-palestinien? Monsieur Biden, on était content au Luxembourg après la Deuxième Guerre mondiale quand les soldats des États-Unis sont venus nous libérer d'une occupation. Et on aimerait croire aux valeurs communes que les droits de l'homme sont pour tous, et pas seulement pour une minorité, mais pour tous. Donc on espère vraiment que vous changez un peu de cap, que vous ne soutenez pas de manière inconditionnelle Israël. C'est bien de le soutenir, mais c'est aussi des fois nécessaire de dire à vos amis que là, vous allez trop loin. Et vous savez, c'est pas une question entre juifs et non-juifs, parce que aux États-Unis, il y a de plus en plus de citoyens juifs qui disent stop, ça peut pas aller comme ça, qui disent not in my name. Donc, écoutez-les ce qu'ils disent. Si vous croisez Netanyahou, Benjamin Netanyahou, vous lui dites quoi? Vous lui conseillez quoi? Je crois que c'est mieux si vous arrêtez ce massacre, parce que vous n'allez pas vous en sortir. De toute façon, après la guerre, vous allez perdre votre poste de Premier ministre, et je crains fort que vous devrez faire face à la justice. Donc, inutile d'essayer de gagner du temps. Okay. Si vous croisez Yasser Arafat, vous lui dites quoi? Vous lui posez quoi comme question? Mais il est mort, Yasser. Il est mort, mais post-mortem, interview post-mortem, s'il faut lui adresser un mot, on dit quoi, Yasser Arafat? Je dirais, quand il y avait les accords d'Oslo, et c'est vrai que les Palestiniens, vous étiez le chef, vous avez accepté de renoncer à 78, je parle belge, 78% du territoire de la Palestine historique, parce que vous avez cru que les 22%, vous pouvez établir un État palestinien. Mais est-ce que vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été dupé? Parce qu'en fait, le résultat, c'était l'accroissement des colonies. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas fait confiance à d'autres qui ne méritaient pas confiance? Ok. Si vous croisez sur le territoire israélien ou palestinien, un petit Gazaoui et un petit Israélien ensemble, vous leur dites quoi, aux deux? Alors encore une fois, peut-être. Si vous croisez un petit Gazaoui et un petit Israélien qui sont ensemble, vous leur dites quoi? Bon, ça me fait plaisir de vous voir ensemble. J'espère que vous serez tous les deux en sécurité, et que vous aurez des rêves dans votre vie, et que vous pourrez vivre vos rêves, et que vous pourrez vivre un jour côte à côte. On va vous soumettre une citation, et après vous aurez l'occasion d'en dire une. Donc une citation, vous pouvez réagir. C'est Victor Hugo qui dit: la guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit avec cette citation? La guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. La paix, c'est la guerre, oui, d'accord. Oui, c'est la première fois que j'entends cette citation, donc je dois réfléchir un petit peu. Voilà, bon, oui, c'est bien. Moi j'apprécie d'ailleurs, même avec vous, des fois, on n'est pas tout à fait du même avis. Je trouve ça bien si on s'exprime, voilà, on apprend par celui qui a une autre manière de voir. Donc je pense qu'effectivement, ça vaut beaucoup mieux, 1000 fois mieux d'échanger des idées et même de se contredire que de se faire la guerre. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui vous tient à cœur, que vous voudriez citer, ou même voilà, le mot de la fin vis-à-vis de peut-être un événement que vous allez organiser, quoi que ce soit, vous avez la caméra, vous pouvez vous adresser à la caméra.
Bah moi, je souhaite vraiment de tout cœur qu'il y aura un cessez-le-feu. Moi, je suis vraiment meurtri par ce qui se passe aux yeux du monde. Euh, Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et on le voit devant les caméras du monde. Une population entière vit depuis 90 jours maintenant en danger de mort. Elle n'est nulle part en sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait avec l'être humain de savoir à chaque moment une bombe peut tomber sur à tout moment. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a au moins 8000 morts encore sous les décombres et certains qui sont encore en vie. Donc on ne peut même pas aider ces gens. On détruit les hôpitaux, les gens qui sont blessés, pas de soins. Et on dit qu'il y a des gens qui sont amputés sans anesthésie. Tout ça, c'est hallucinant et moi, ça me révolte profondément. Et le silence des dirigeants de l'Union européenne, il me révolte profondément. Et je voudrais qu'il y ait un cessez-le-feu. Je vous en prie, faites tout pour arriver à un cessez-le-feu. Ok. Bon, bah, je pense qu'on arrive à terme de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur Claude Grégoire. Et voilà, il y aura des prochaines vidéos et c'est bien comme ça. Merci.